Bonsoir et bienvenue à votre premier talk show sans filtre. L'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, des dossiers enrichissants, des débats constructifs, l'avis de nos concitoyens. Tout ça pour vous dans le Live Talk, votre rendez-vous du lundi au jeudi à 20h sur Live TV. Cette année encore, elles ont fait de nombreux dégâts et plusieurs victimes malgré les aménagements et les grands travaux qui ont été entrepris. Abidjan n'est pas encore paré contre les fortes pluies et leur lot de catastrophes. Doit-on prendre des résolutions drastiques pour endiguer cette situation? Abidjan face aux pluies torrentielles, c'est le thème de notre dossier du jour. Et il est préfet de région, préfet d'Abidjan. Il jouit d'une popularité grandissante sur les réseaux sociaux. Homme de terrain, il est souvent au plus près des populations. Mais pour quelles raisons? En tout cas, nous allons essayer de le savoir pour ce premier numéro du Live Talk en recevant M. Taubirier Vincent pour parler avec lui de ces dernières inondations et des graves problèmes d'assainissement que nous connaissons. L'information, la vraie, l'actualité qui nous concerne, les analyses pertinentes, tout ceci pendant 52 minutes. C'est parti pour le Live Talk. Pour parler de tous ces sujets, j'ai avec moi la fine équipe du Live Talk, avec qui nous allons faire des tours de table, des analyses, des commentaires. Et je présente tout de suite à ma gauche, je vous ai compris, c'est le seul homme, donc comprenez que pour une fois, je vais faire entorse à une formule, à une règle de galanterie. Monsieur Serge Kouachi, pardon, il est directeur des programmes à Vibe Radio, il est animateur, journaliste. Bonsoir. C'est un vrai plaisir, hein. Nous tous savons pourquoi. Hein. Mais par contre, je ne sais pas trop comment prendre le fait d'être le seul homme sur ce plateau, surtout que c'est toi qui dis. Non, bon, oui, non, le seul homme sur le plateau, en dehors de moi. En tout cas, je suis très content. Peur, on ne meurt pas. Et sur le même alignement, juste à ma gauche, à l'extrême gauche, il y a le grand sourire. En tout cas, on l'a découvert depuis vendredi de Rayana Assi. Bonsoir. Bonsoir Brice, comment vas-tu? Ouais, très bien, on est en forme. Et à ma droite, le sourire de Sophie Aïda. On l'a également découvert vendredi. Bonsoir Sophie, tout se passe bien? Bonsoir Brice, très très bien, merci. Très bien. Bon, on la connaît, j'ai envie de dire. Hein, mais bon, en tout cas, nous, c'est un vrai bonheur de l'avoir avec nous sur ce plateau et ça sera très régulier. Edith Broubleu, Connie a insisté la dernière fois. C'est très Edith important. Broubleu. Et je le remercie. Ah ouais, d'avoir insisté sur le Broubleu. Le bleu. D'accord. Et je suis en jaune aujourd'hui. Très très bien. En tout cas, on aura l'occasion avec vous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, d'aborder certaines questions d'actualité. Et d'ailleurs, celle de ces 24 dernières heures, c'est tout de suite dans le Live Actu. Alors, il est question de coronavirus. On parle malheureusement de ces dysfonctionnements au niveau du dépistage, de la prise en charge. Ça commence à faire peur, je dirais. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments aussi à prendre en compte au niveau de la campagne de dépistage qui se tient actuellement. Il faut noter que Abidjan est le centre de l'épidémie, l'épicentre de l'épidémie, parce qu'il concentre 98% des cas. Bien sûr, le grand Abidjan, c'est très important. Il compte 98% des cas de Covid actuellement. Et en plus, on a uniquement pour l'instant 13 centres de dépistage pour les communes de ce grand Abidjan. Et il y a également le fait qu'il y a beaucoup de tensions et aussi d'impatience au niveau des populations qui ont bien écouté le message du gouvernement qui les incitait un peu à aller se faire dépister. Donc il y a un véritable engouement, il y a beaucoup de pression aussi au niveau des services sanitaires qui n'arrivent pas à gérer ce flux de personnes qui arrivent. Donc il y a peut-être des ajustements à faire vu le nombre de cas qui augmente parce que entre les 10 et 20 cas qu'on avait il y a encore quelques mois et maintenant la barre des 400 et 200 cas qu'on a régulièrement, il y a un ajustement à faire. Mais c'est surtout, est-ce qu'on avait les vrais chiffres? Est-ce que les cas, les 10 ou 15 dont vous parliez, là, est-ce que c'était la réalité de la situation sur le terrain? Parce que dès qu'on a eu plus de centres et que les gens ont commencé peut-être à se sentir un peu moins en sécurité, ils ont commencé à courir vers les centres. Alors qu'avant, je pense que quand ils ressentaient ces symptômes, ils restaient chez eux. Oui, mais c'est bien, c'est juste de le dire. Je pense que c'est une belle analyse parce que plus on a de centres, plus on a envie d'aller se faire dépister. Donc c'est clair qu'on peut facilement être débordé à ce niveau-là. Mais moi, et très sincèrement, pour avoir vécu cette situation, je peux affirmer sur ce plateau, sans tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, que la crise est quand même assez mal gérée. Il ne faut pas qu'on se le cache. Comment elle est mal gérée? Comment vous l'avez vécu? Alors, bien sûr, je l'ai vécu. Par exemple, j'ai effectivement moi aussi fait mon test de dépistage.
Mais quand vous voulez endiguer une épidémie, je pense, dans un pays, lorsque vous êtes confronté à ce genre de cas, il faut, le truc le plus important à faire, c'est de réduire le temps d'attente entre le dépistage et la réception des résultats. Ça vous permet d'endiguer plus facilement l'épidémie. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais vraiment parler de mon cas, ça fait 20 jours, j'ai fait un test de dépistage et j'ai reçu le résultat 20 jours après. Donc vous vous rendez bien compte que personne ne peut se permettre de rester à la maison 20 jours sans travailler. Et même sans savoir ce qu'il faut. Et on vous demande quand vous finissez le dépistage de rentrer chez vous et d'attendre le résultat, de vous auto-confiner. Mais quand vous sortez du centre de dépistage, vous empruntez un Woro, vous êtes avec des gens. Vous avez de la famille aussi qui va très certainement peut-être vous rendre visite. Enfin, ça va être difficile d'endiguer l'épidémie si on gère de cette façon. C'est vrai, qui dit lenteur dans le processus de délivrance des résultats dit risque de contamination Bien beaucoup sûr. plus accru. Bien sûr. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire n'était pas forcément préparée sur le plan sanitaire à un challenge d'une telle envergure. Mais moi j'ai envie de dire personne n'était préparé. Oui, mais Oui, enfin, le pays les plus développés, hein. c'est vrai. Mais je veux dire, faisons une analyse très simple. Allons sur un cas précis. On a 700 lits d'hospitalisation au jour d'aujourd'hui et on en a 76 de réanimation. Et aujourd'hui, on voit que les cas montent à 400 et 500 par jour. Je me demande où vont ces malades. Est-ce qu'on a vraiment cette capacité d'accueil? L'insuffisance est là. Je pense que comme Serge disait tout à l'heure, ils rentrent chez eux. Et au final, on se retrouve en autoconfinement, mais on n'a pas plus d'informations. Très souvent, quand on fait des tests, moi ça a été mon cas, Est-ce que tu as reçu un papier qui te non, certifie, justement, alors aucun papier qui Ok. me donne le résultat de mon On n'a test, pas de c'est pas preuve. uniquement par téléphone, il n'y a pas de preuve. Et en plus de ça, le dépistage, on ne sait pas trop si c'est le scanner ou si c'est le test nasal qui fonctionne. Il y a des données qui sont complètement contradictoires. Le scanner va te dire que tu as des lésions, le test nasal va te dire que tu es négative. Donc au final, Donc, du coup, vous devenez faux négatif ou voilà, faux positif. voilà, donc Il y a une D'information. confusion dans l'information qui est D'accord. transmise, En justement. tout cas, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler et de dire plus de choses. Parce que Serge, par exemple, il a beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup à dire sur la question. Bon, alors j'ai 45 secondes, malheureusement, j'ai 45 secondes avec vous pour parler de cette situation importante, hein, effectivement. C'est au niveau des candidatures déposées pour la convention d'investiture. C'est au PDCI-ADA. Au PDCI, à la demande de la direction du parti, Henri Konan Bédié a accepté de déposer sa candidature pour l'investiture à la candidature du parti pour la présidentielle 2020. KKB s'est également porté candidat. Je fais court. Ça vous paraît crédible? C'est une stratégie. Totalement. Une stratégie du parti pour avoir deux pions, pour miser, pour dire on a un pion qui répond aux critères de la nouvelle génération et puis on a notre doyen. Donc ça multiplie les chances du côté du parti. Moi aussi, je pense que c'est une stratégie. Moi, ce que je me dis, c'est que M. Konan Bédié a la popularité. Oui. Et puis KKB, Kwadwo Konan, a, Bertin. Bertin, oui, a ce truc que la jeunesse recherche. Exactement. Donc, on attire la population par la popularité. Et puis ensuite, on fait une passation. Si tu permets, moi quand j'entends KKB, moi tout de suite je pense à 162 milliards quoi. Moi je pense à l'industrialisation de la chiquée et de la mangue en Côte d'Ivoire. Moi je pense à 80 usines, je pense à des milliers d'emplois. Donc ouais, je paierais pour voir ça. Très franchement, Je suis totalement KKB. d'avis avec Rayana et Sophie, c'est certainement une stratégie parce que en 2015, il était parti seul, il avait quitté le parti. Il est revenu en 2017. Là, il se présente alors que son mentor également se présente pour l'élection au niveau du parti. Forcément qu'il y a que Garangui sous roche. C'est ton ex-mentor, il faut dire comme ça peut-être. Peut-être. Il a démissionné de son poste de conseiller. Voilà. Donc, Il est d'accord avec sa candidature. Moi je pense qu'il n'y a pas de conflit. C'est ça. Non, On bien est sûr, d'accord, il n'y a de pas de conflit. Il joue la Comment il peut stratégie. ne pas être d'accord? De toute façon, le monsieur il a payé ses 25 millions. il a payé 7 millions, c'est pas juste retenir. Ouais, il a payé 7 millions. Il faut le retenir. En tout cas, j'aurais souhaité qu'on aille dans plus de détails, mais je pense qu'on aura d'autres développements de cette actualité-là et donc ça nous permettra de revenir à cette question-là. Bon, en tout cas, on a fait en quelques minutes le tour d'une certaine actualité, vous comprendrez. Et nous allons à présent ouvrir le dossier du talk. Nous sommes à la saison des pluies et comme chaque année, en cette période, la ville d'Abidjan est noyée sous les flots et malgré les gros ouvrages qui ont été effectués, rien n'a vraiment changé. Au contraire, la situation ne fait qu'empirer. Abidjan à l'épreuve des pluies diluviennes, c'est maintenant dans notre dossier du jour. Jamais la Côte d'Ivoire n'avait atteint ce niveau de précipitation depuis 30 ans.
La pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan le jeudi 25 juin 2020 a dépassé le niveau record de pluie selon la Sodexam, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Nous sommes dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera Bonoumé, quartier Zinsou. Ici, près de 300 personnes, chassées par cette pluie torrentielle, ont trouvé refuge sous ces abris de fortune. Ce jeudi, environ de 10 heures, l'eau nous a supprimé en moins de 10 minutes, ça a commencé à inonder les maisons. Bon, c'est ça qui a causé d'énormes dégâts en tout cas. On a dû sauver des vies aussi parce qu'il y a des gens qui s'endormaient. On était obligé de casser les fenêtres pour pouvoir les faire sortir. Il y a des maisons même qu'on ne voyait plus. Il y a des maisons aussi en baraque qui étaient juste là. L'eau même a découlé. Il y a des affaires même des gens même qui étaient là. Ils ne pouvaient pas sauver quelque chose. Donc ils étaient surpris. Actuellement, ils ne savaient pas où dormir. C'est ça, nous sommes sous les bâches ici. C'est le manque de moyens même qu'on est venu. Sinon, si tu vois le coin que c'est bas-fond même vraiment. Mais tu n'as pas de moyens. Donc, c'est le manque de moyens qui fait qu'on est venu aussi. Pour la journée du 25 juin, 8 morts ont été enregistrés dans tout le district d'Abidjan, dont une fillette de 9 mois. C'est la maison de la famille qui a perdu le bébé. Vous voyez au niveau du matelas, c'est là la limite de l'eau. Il y a un qui savait plus nager, ce petit qui est juste à côté de moi ici. Il est venu jusqu'à ce niveau, mais à cause de la pression de l'eau, puis là, c'est un bas-fond. S'il allait, pour finir même là, s'il continuait, l'eau allait partir avec lui. On a fait ce qu'on pouvait faire. Malheureusement, Dieu a voulu que l'enfant parte. La pluie n'a pas seulement détruit des maisons et fait des sinistrés. Elle a également endommagé des dizaines de mètres de voirie à Abidjan. Les automobilistes aventureux finissent par payer les frais des routes dégradées. Ces dernières années, c'est presque le même scénario. Cocody et certaines communes du district d'Abidjan sont submergées par les eaux. En juin 2018, au moins 20 personnes périssaient dans les inondations. La Côte d'Ivoire connaît le pic annuel de sa grande saison des pluies en juin, avec son lot de dégâts matériels et humains. Si rien n'est fait dans le temps et de façon durable, les mêmes causes produiront sûrement les mêmes effets. On a peur quand on voit cet élément-là. On se pose des quesons, les choses ne vont pas en s'améliorant. Ça se dégrade énormément. Et en plus, on va jamais cesser de répéter. La zone de la Palmeraie, de la Riviera Palmeraie, Bonouma, est située sur la zone la plus basse, de plus basse altitude du bassin versant du quartier qui est touché. En gros, quand il pleut, l'eau se déverse sur le cours d'eau qui était à la place de la Riviera avant qu'ils décident d'en faire un quartier et de remplacer ce cours d'eau par des caniveaux. Donc il y a un gros problème d'évacuation des eaux et il y a un gros problème également au niveau des zones qui ont été remblayées pour en faire des quartiers. Donc chaque année, on aura le même problème et ça va aller de pire en pire. Non, parce que je veux dire, les autres fois, il était peut-être question d'assainissement. Et cette fois, on a envie de dire que la météo n'a pas été très clémente. Parce que de ce qu'on a entendu de la part du gouvernement, la pluviométrie se fait plus forte. Exactement. Et certainement que les mesures d'assainissement qui ont été prises les années précédentes sont vite dépassées. On est passé à plus de 150%. En 30 ans, on n'avait jamais vu ce chiffre en termes de pluviométrie. Donc il y a également la notion de réchauffement climatique peut-être aussi à prendre en compte. Oui, mais quand même, je pense que les mesures dont on parle n'ont pas été suffisantes. On a vu des familles perdre leur maison, on a vu des magasins perdre leur commerce parce que justement on voulait canaliser, on voulait faire ci ou ça. Mais qu'on en soit à ce résultat aussi grave, je me demande s'il faut vraiment mettre ça sur la pluviométrie. Il faut dire déjà, je pense qu'il est tombé en 2 jours, ce qui aurait dû tomber en 1 mois. Et ça, personne ne prévoit ça. Personne ne prévoit. Vous dites, bon, écoutez, on a vu ce qui s'est passé, on prend les dispositions et peut-être que ce qui arrive... Mais aussi, il faut souligner que, mine de rien, on a assisté aussi à ce balai de bulldozer, là. À un moment, on nous disait que c'était les canalisations, donc on a vu pas mal de gens qui ont perdu leur commerce et tout, parce qu'on les a cassés en croyant avoir réparé les canalisations, mais visiblement ça ne suffit pas. Donc on se demande quel est donc le résultat de tout ce qui a été fait, de toutes les familles qui ont été touchées. La zone est problématique. Voilà. La zone est problématique. Il y a eu des études qui ont été menées, par exemple, par 2 professeurs de l'Institut de géographie tropicale de Côte d'Ivoire, professeur Armand Kanga et André Alla, qui en 2015 ont fait une étude complète sur la topographie de la zone.
la zone a bien été identifiée. La Palmeraie, toute la zone autour de la Palmeraie est problématique parce que c'est une zone vers laquelle toute l'eau, voilà, un canal d'acheminement de l'eau. Donc, est-ce qu'on aurait dû construire dans cette zone? Voilà, c'est un lit naturel qui conduit vers la lagune. Est-ce qu'on aurait dû construire dans cette zone? Il faut déplacer les populations. De la même manière qu'on déplace des populations lorsqu'on construit des ponts ou des routes ou des métros, on peut réfléchir de la même manière à trouver des compensations également. Donc, ce n'est pas impossible. Mais en 2021, je pense que, je touche du bois, mais ça sera encore pire. Il faut réagir dès maintenant. On va voir ensemble ce qu'en pensent les populations dans ce micro-trottoir. Parce que ça, le gouvernement ne peut pas avancer ses propos sans faire d'études. Mais il faut que le gouvernement montre à la population que voici de telle période à telle période, voici tel était le comportement du climat et de telle période à maintenant, voici le nouveau comportement du climat. Le problème est essentiellement dû au manque de canalisation. Des travaux qui ont été entamés et qui n'ont jamais été achevés. L'inondation a créé beaucoup de dégâts, mais ce n'est pas forcément le manque de caniveaux. Ici, à la Palmeraie, il y a eu beaucoup de constructions anarchiques. Il n'y a plus d'espace, ils ont tout construit. Même le terrain que les jeunes de la Palmeraie devaient prendre pour s'amuser un peu, ils ont construit là-dessus, ils ont vendu. Donc cela fait que l'eau ne peut pas passer. Voilà, ça, la pluie est venue, ça a gâté tout. On a eu les premières grandes pluies en 2010. C'est cette pluie-là qui a enlevé tout le goudron. Mais à un moment donné, on a pensé qu'on viendrait refaire nos routes. Ça n'a pas été le cas. Et cette pluie-là a été très forte par rapport certainement aux autres. Et ça nous a porté un préjudice énorme. C'est la saison pluvieuse, certes. Mais il faut connaître le changement climatique. Donc souvent, selon la pluviométrie, il y a les experts qui connaissent. Donc s'ils ont dit ça, on ne peut pas les compter. On doit voir les canalisations. D'où est-ce qu'il faut qu'on étudie vraiment les réels problèmes. Et puis pour pallier à ça, quoi. Et je pense que les ingénieurs ont su d'où vient la faille et ils savent le problème. Régler ce problème. Oui, vous avez noté une faille. On sait d'où vient la faille. Ils savent. Ils savent très bien. À votre avis, de qui ils parlent? Les ingénieurs. Les ingénieurs, non. C'est trop facile. Non, vous avez choisi le raccourci là. Les ingénieurs seulement? Vous êtes sûr qu'ils ne parlent pas un peu plus haut que les ingénieurs? Parce que les ingénieurs, c'est ton jamais, ils obéissent à quelqu'un. Bien sûr, ils ont un patron. Oui. C'est qui le patron des ingénieurs? Non. Je donne ma langue au chat. D'accord, ok, c'est bien compris. Et là, vous n'avez rien à dire là-dessus aujourd'hui? Non, rien de Non, parce que spécial. je m'attendais à quelque chose de plus... Oui, je pense que quand même, les gens devraient... Mais qu'est-ce que ça insinue là? Non, je pense qu'il faut être honnête auprès des populations. Il faut être honnête auprès des populations. On va pas... Non, c'est vrai, on est conscient. On ne va pas accuser la pluviométrie entre nous. Non, la pluviométrie Qui croit à ça a un rôle également à jouer parce que... Oui, mais je veux dire, un pays avec une telle infrastructure, avec tous les moyens qu'on met dans la construction de ci ou de ça, on devrait prévoir ces canalisations. Il ne suffit pas de dire à des gens, venez habiter là. C'est de prévoir des choses qui vont... Moi, en tout cas, j'habite à la Riviera Palmeraie. Et depuis peut-être 7 ou 8 mois, je vois des caterpillars, comme ils ont fait un caniveau devant chez moi. Je fais le tour tous les matins. Il faut faire attention, hein. Tu sais, il suffit de 30 cm à 60 cm pour embarquer une voiture dans les eaux. Donc je vais avoir peur pour toi quand tu vas sortir le matin. Non, j'ai identifié 2 ou 3 sorties. Parce que je veux dire, c'est que ces caniveaux, donc les travaux sont en cours. Et les caniveaux qui avaient été installés sont remplis de sable en ce moment. Et donc je me dis, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. C'est un travail inachevé. Surtout, oui. Surtout oui, avant la petite saison des pluies, quoi. On parle beaucoup le timing est juste parfait, en fait. À propos de timing, on va marquer une pause histoire de respirer sur ce plateau parce que je sais que Serge, il a encore beaucoup de choses à dire. Oui, non, mais me sont restés en travers de la gorge. Hein, mais j'attends mon heure. Mon heure sonnera et il viendra un jour. Elles ont été identifiées comme des zones, elles ont été en tout cas identifiées comme des zones à risque, mais les populations continuent d'y vivre malgré le danger qui les menace. C'est incroyable. Faut-il déguerpir ces populations pour éviter d'autres drames? C'est le sujet de notre petit débat. Est-ce qu'on doit les déguerpir? Alors, je ne parlerai pas de décarpissement, mais plus de délocalisation. Je pense que l'État devrait mettre un système en place, un programme, pour permettre justement à ces populations-là de financer cette délocalisation. Ça, c'est mon avis. Moi, je suis contre. Je pense que les populations qui sont présentes dans ces zones, en tout cas, celles qui ne sont pas dans des zones, on va dire, dites précaires, on va dire, en griffe, ont investi aussi beaucoup d'argent
en termes de crédit pour s'installer, surtout des zones comme Alabra par exemple, ou même au niveau de la Palmeraie, ça sera compliqué parce qu'elles y ont leur vie, elles y ont leurs habitudes. Je pense que l'État devrait... Elles y sont surtout en danger. Non, elles y sont surtout en danger, mais elles se sont installées dans des zones pour lesquelles les promoteurs immobiliers ont reçu des autorisations. Non, mais dites, est-ce que vous imaginez que... Ont reçu des autorisations. Mais... Elles y vivent pour certaines depuis de nombreuses années. Elles payent leur dû. Elles payent leur loyer ou leur... Est-ce qu'on peut occulter le volet du danger pour dire aujourd'hui, parce que j'ai investi 40 millions dans une maison et qu'on me dit que cette maison peut s'effondrer sur moi à tout moment, il faut que je reste là quand même. On est totalement d'accord. La zone a été totalement urbanisée et même sur-urbanisée, si je peux emprunter ce terme. À l'État, aux collectivités, aux mairies, de pouvoir améliorer les collecteurs, la quantité de collecteurs pour pouvoir évacuer l'eau de ruissellement. Je pense que ça va être très compliqué. On va peut-être créer une crise sociale en déguerpissant sans mesure d'accompagnement en fait, des populations. Donc moi, ce n'est pas la meilleure solution. C'est à ça que je voulais arriver, en fait, parce que je vous entends parler de déguerpissement, pas déguerpissement, mais en vrai, moi, dans ce pays-là, on y vit tous depuis un bon moment. On a beaucoup entendu parler de déguerpissement. Mais en ce qui concerne les mesures d'accompagnement, les personnes après, par derrière, est-ce qu'elles sont relogées? On n'en entend pas vraiment parler. Donc s'il s'agit aujourd'hui de déguerpir pour déguerpir, je dis non. Parce que où est-ce qu'elles iront ces personnes-là? Quelles sont les mesures d'accompagnement? Est-ce qu'on va les reloger? Est-ce qu'on a déjà préparé un site? Est-ce qu'on a pensé à ça déjà à la base? Si on n'y a pas pensé, c'est vrai que ces personnes sont en danger dans ces zones-là, mais ils y ont leur vie, comme Edith disait. Mais justement, est-ce que vous attendez que ce soit le gouvernement qui vienne dire aux gens « partez parce que vous êtes en danger » et les populations elles-mêmes ne prennent pas conscience du risque qu'elles courent en étant dans ces cadres? Elles prennent conscience, mais elles le remettent sur le fait du gouvernement, parce que c'est au gouvernement de mettre en place les infrastructures qu'il faut. Moi, je suis de la Riviera Palmeraie. Oui. Si demain, on vous dit tout de suite qu'il y a des voleurs qui menacent de vous braquer chez vous, est-ce que vous attendez que le gouvernement vienne pour vous dire « attention, vous êtes en danger » Si j'ai été assurée et si on m'a donné la sécurité d'être dans un quartier qui est sécurisé, s'il y a des gens pour me sécuriser, non. Pourquoi est-ce que je remettrais la faute sur moi? Parce que je me suis assurée des choses. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on paye des dus pour aller habiter quelque part et qu'on nous donne l'autorisation, et je pense que ça concerne les mairies et tous ceux qui s'occupent de ça, je ne sais pas, mais du moment où on a l'autorisation d'habiter dans un quartier qui est résidentiel, parce que la rue Ministre a beaucoup de quartiers résidentiels dans sa zone, on ne va même pas se poser la question. Moi, je suis de la Palmeraie, mais je vais vous dire, je suis contre. Mais pas parce que j'habite là-bas, mais parce que si on décide aujourd'hui de nous déguerpir ou de nous demander de délocaliser, oui, il faut des mesures d'accompagnement, je suis d'accord. Mais on part pour rien. Il faut de l'accompagnement venant du gouvernement. C'est des familles qui ont été... beaucoup de communication pour le déguerpissement, mais par la suite, après, on n'en entend plus parler. Donc s'il y a des choses qui sont faites... Edith n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Dans son regard, je le sens. Derrière aussi, le fait de dire aussi que l'État devrait dédommager ces populations, en tout cas s'il y a des déguerpissements, ok, c'est une possibilité, mais aussi, je pense qu'il faut aussi faire appel aussi au libre arbitre de chacun. À la conscience de chacun. Je loue une maison à la Riviera Palmeraie. J'ai une amie également qui vivait dans la même zone, au niveau de la rue Ministre, mais qui souffrait régulièrement d'inondations, mais qui est partie, qui a déménagé. Il y a plein de zones dans lesquelles il n'y a pas d'inondation. En même temps, Edith, elle peut déménager peut-être parce qu'elle est locataire. Mais imaginez le propriétaire de... Je m'intéresse aux locataires. Oui, bien sûr. Je pense que la meilleure, et ça c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à un locataire à Abidjan, la meilleure saison pour déménager, c'est la saison des pluies. Voilà, comme ça au moins vous êtes sûr. Et si vous êtes locataire, la meilleure saison pour aménager à la Palmeraie, c'est pendant les pluies, parce que les pluies des maisons sont peut-être... Si vous savez nager surtout. C'est tout jamais. Avant de vous dire, on va vous déloger, on va vous reloger, et ainsi de suite, ça doit vouloir dire déjà, faites attention. C'est ça. C'est surtout un message d'avertissement. Faites attention, prenez vos responsabilités. Faites de telle sorte que vous ne soyez pas dans le cas de l'inondation. Voilà. Sens, faites attention si vous êtes locataire. On déménage, faire attention, c'est parce que le bébé qui est mort. Je sais qu'il pleut, tu vas pas me dire fais attention. Dans le reportage, on voit une maison à 2 étages. On nous dit qu'il y a un enfant de 9 mois qui est mort dans cette maison parce que l'eau arrive au niveau du balcon du 2e étage. Je veux dire, quelle précaution?
En tout cas, nous sommes visiblement loin d'en avoir fini avec le sujet. Vous pouvez le continuer, en tout cas continuer le débat chez vous, en famille, entre amis. Ici, à la Palmeraie, surtout faites attention. À la Palmeraie et d'autres sites, il y a des failles. Quelqu'un disait, pas retenir. Les ingénieurs, voilà. C'est maintenant l'heure pour nous de recevoir notre invité, l'invité du talk. Certainement avec lui, on aura certaines réponses. Voilà, ça va s'animer. Je suis d'accord. Notre invité depuis 2018 est préfet de région, préfet d'Abidjan. Il a occupé auparavant plusieurs importantes fonctions en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Connu pour son franc-parler, il est responsable de la gestion des crises dans son département. Pour l'invité du talk et la suite de notre émission, nous avons le plaisir de recevoir M. Taubirier Vincent, c'est le préfet d'Abidjan, s'il vous plaît. Merci. Avec les honneurs dus à son rang. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le préfet. Alors, vous avez un emploi du temps chargé, vous êtes un homme sollicité. Vous étiez tout à l'heure sur les antennes de nos confrères en version enregistrée. Et là, vous êtes en direct avec nous. Ça va, ça change déjà de l'ambiance? Ça change un peu le climat. C'est une question de compétition? Non, c'est une question de réalité surtout. Je vous demande, monsieur le préfet, l'ambiance, est-ce que c'est la Ce même? que je retiens, c'est que vous menez tous l'opportunité de sensibiliser les populations sur les risques en ce moment. Et j'apprécie énormément. Merci en tout cas d'être avec nous sur le plateau du Live Talk. Je pense qu'on a fini là, on n'a plus besoin de savoir, de poser des questions. Le monsieur sera candidat aux élections présidentielles bientôt. C'est bien parce qu'il n'y a pas plus politique comme réponse. Il s'est dit, bon, je suis parti en enregistrer là-bas, je suis en direct ici. Bon, on ne sait jamais, ils peuvent m'inviter après. Il ne faut pas trop que je la casse du sucre sur le dos. Bon, en tout cas, nous, on est très heureux de vous recevoir ici en direct. Et puis ça, si on pose une question, on ne pourra pas d'y couper. Voilà, ce serait bien. on est déjà dans le bain. Monsieur le préfet, j'ai envie de dire tout à l'heure, justement, votre présence sur plusieurs médias. Qu'est-ce qui vous fait courir autant? Ce sont les problèmes d'Abidjan. Il faut savoir que nous avons aujourd'hui une dynamique nouvelle dans la gestion administrative. Et il y a beaucoup de problématiques en même temps. Aujourd'hui, vous avez la question de la pandémie à Covid-19. Vous avez les inondations. Et j'ai appris ce matin que nous ne sommes pas à l'abri d'autres phénomènes, notamment la dengue, qui se développe parce qu'il y a la pluie. Et donc, il y a beaucoup de problématiques. Donc, on a le choix entre rester les bras croisés, examiner à distance, ou alors éveiller la conscience des populations. Donc, il y a une multiplicité de problèmes qui exigent que nous ayons une approche nouvelle face à ces problèmes-là. Vous n'avez pas l'impression d'être surmédiatisé et que cela vous dessert un peu? Je ne sais pas, mais je pense que tout ça est parti de ma nomination. Je crois que lorsque j'ai été nommé, je me rappelle très bien, le 6 août 2018, il y a eu un ensemble d'articles de presse et c'est parti de là. Je ne ferai pas de commentaires sur ça, mais il y a des moments où on exerce des fonctions qui vous exposent et qui vous amènent à assumer aussi un certain regard avec la presse. Mais le côté bénéfique, c'est cela que je disais tantôt, que vous ayez la capacité d'expliquer ce que fait le gouvernement. Parce que je suis représentant du président de la République et de l'ensemble des membres du gouvernement sur mon territoire. Et il y a des actions qui sont menées. Il est important qu'on les porte à votre connaissance, ou bien qu'on éveille votre conscience sur certaines questions délicates, notamment les fléaux que je viens de soulever. Monsieur le préfet, on a vu les nombreux dégâts qui ont été causés par les inondations, par ces pluies diluviennes. Si les victimes, parce qu'on a parlé tout à l'heure de possibilités, d'éventualités de déguerpissement, si les victimes doivent porter plainte pour les dommages qu'elles ont subis du fait de ces inondations, à qui doivent-elles s'adresser? Ça, c'est une question juridique que vous adresserez aux personnes appropriées parce qu'il y a deux aspects, comme je le disais ce matin. Il y a l'aspect des assurances, ça c'est une question totalement privée. Et puis il y a un autre aspect, qui est l'aspect administratif et l'aspect légal. Mais revenons un peu sur la question des déguerpissements. Je vous ai entendu parler tout à l'heure des déguerpissements. Il y a deux types de déguerpissements. Vous avez un titre foncier, un ACD, régulièrement délivré par les autorités de la République de Côte d'Ivoire. Et pour des raisons ou pour d'autres, le gouvernement décide de bâtir un pont, un bâtiment, un ouvrage public, et il prend possession, en vertu de ses prérogatives, il prend possession de hauteur. Ça, c'est un déguerpissement qui est avec indemnisation complète. Et là, la procédure consiste à indemniser celui qui a sa maison, qui est propriétaire. Même le locataire reçoit 3 mois de loyer pour partir. Même la vendeuse orange dans les rues du quartier à Digrepi reçoit également de l'argent. C'est ce qu'on a fait à Boribana. Et ça, c'est une exigence du gouvernement ivoirien pour faire l'accompagnement. Maintenant, il y a un autre type de déguerpissement pour les personnes qui sont installées dans les zones où elles n'avaient pas le droit de s'installer. Les zones non constructibles, les zones inondables ou des constructions sans permis préalable. Et ça, vous conviendrez avec moi que ce sont des investissements perdus. Mais là encore,
le président de la République a exigé qu'il y ait un accompagnement social. Donc toutes les familles que vous voyez reçoivent des subsides pour partir. Et ça a été fait en 2014, 2015, 2016. Ça a été fait encore avant-hier avec la ministre Maritou qui était à Niamey. Donc il y a ces différents aspects de déguerpissement. Mais ce n'est pas un déguerpissement systématique. Voilà. Oui, allez-y. Oui, monsieur le préfet. À l'heure actuelle, nous, Ivoiriens, sommes sous les eaux depuis quelques semaines. Qu'avez-vous prévu pour justement ces zones à risque? Il y a des zones à risque. Déjà, monsieur le préfet, chaque fois que la Sodexam lui envoie un bulletin d'alerte, il nous dit les pluies sont en train d'arriver, faites attention. Souvent, ça n'arrive pas en fait. Comme la dernière fois, ce n'est pas arrivé. Ah non, ça arrive. Oui. Le problème, c'est que vous êtes ici, par exemple, ici à Rivera, il ne pleut pas chez vous, mais il pleut ailleurs. Oui. Il n'y a plus nulle part sur Abidjan quand il y a eu 17 mois à Niamey. Donc faites attention, il ne peut ne pas pleuvoir là, chez vous particulièrement, mais il pleut ailleurs. Donc c'est une alerte régionale. Donc pour revenir à votre question de la... Des zones à risque que vous avez Des zones à risque que nous publions d'ailleurs. Il y a des zones à risque d'inondation, mais des zones non habitables, qui sont malheureusement habitées. Pour les zones à risque, il y a des travaux qui ont été faits. Il y a des travaux, comme je disais, des ouvrages d'assainissement. Il y en a 33 que les différents ministères ont réalisés ici à Abidjan. Et à côté des zones de ce travail, il y a tout le travail institutionnel que vous ne voyez pas, c'est-à-dire le nombre de pompiers, le nombre de pompiers civils, le nombre les lois, les PC, les postes de commandement, de gestion des crises. Où est la réaction? Vous avez les militaires, les policiers, les pompiers, des bénévoles. Il y a des textes qui sont prévus. Il y a toute cette organisation institutionnelle qui permet de gérer ce type de crise. Selon vous, monsieur le préfet, avant de poser la question de Sophie, c'est la faute à qui, tout ce qui arrive là, de façon très directe? Les gens ils sont à la maison, ils se disent, bon, le préfet il est en train de parler de tout ça, mais nous on a envie de savoir c'est la faute à qui. Tout à l'heure dans le reportage, on disait, les gens disent c'est les ingénieurs, il y a une faille, ils savent qui c'est. Selon vous? Si vous cherchez la responsabilité individuelle, étatique, administrative, vous n'aurez pas la réponse. Parce que quels que soient les ouvrages que nous construirons, il y aura un jour où nous aurons des pluies d'une très forte intensité. Et je le disais ce matin, vous avez aujourd'hui des phénomènes. C'était les feux de brousse en Australie, en décembre. Pendant des mois, des villes entières sont parties. Dubaï encore, ça peut se comprendre, mais vous voyez les côtes américaines, où il y a eu toutes ces inondations, en Europe également. Donc c'est important de le savoir qu'à des moments donnés, la nature est en furie, ça peut être des tremblements de terre, on ne le souhaite pas, mais il y a ces phénomènes naturels-là qui viennent avec intensité. Donc, ne cherchez pas la responsabilité. Mais la zone n'est pas problématique, alors la zone du bassin de Bonouma, la Palmeraie... Non, il y a des zones problématiques, mais ces zones-là, il y a eu des notifications, et c'est très clair. Oui. Qu'il s'agisse de Cocody, d'Abobo, de Yopougon, d'Atekoubé, de Songon, il y a des personnes qui ont reçu des notifications de départ dans des zones compliquées. Mais les personnes qui n'ont pas reçu de notification voient les travaux qui se réalisent. Sophie. Vous, par exemple, ici, vous avez des digues qui sont organisées pour des retenues d'eau. Vous avez un élargissement des caniveaux. Vous avez, par exemple, un espace d'évacuation d'eau de pratiquement 1 km qui était bouché, que le maire Bakongo a fait déboucher. Il y a des travaux pareils un peu partout en ville. Si vous permettez, allons-y sur un cas pratique, celui des populations du quartier Alabra, à la Riviera. Oui. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces populations-là? Non, les travaux ont été faits. Est-ce qu'elles sont sur une zone à risque? Oui, on a vu des travaux en début d'année, par exemple, mais ça n'a pas empêché les inondations encore cette fois. Oui, je suis très triste pour les populations d'Alabra parce que j'y étais allé quand il y a eu les événements de 2018 et beaucoup de travaux ont été faits. Vous avez toutes ces destructions, ces démolitions et l'élargissement des caniveaux pour que l'eau circule. Donc le travail continue pour essayer d'élargir et pour permettre que des pluies d'une très forte intensité ne créent pas cela. Mais ce que je vous explique depuis, c'est qu'il faut comprendre également. Il y a des ratios dans la sécurité quand il y a une catastrophe de ce genre. Quand vous avez une certaine quantité d'eau qui tombe, même en 5 minutes, le dégât est plus fort que tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est la qualité des ouvrages, certes, mais il y a aussi les quantités de pluie qui sont anormalement plus fortes. Et je le répète, on attend souvent 6 fois, quand on dit 6 fois le seuil de tolérance possible, c'est 50 millimètres. Et donc, quand vous avez de l'eau qui vient avec cette intensité, forcément, il y a un impact sur les ouvrages. Et Alabra est un peu dans ce cas-là. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Vous avez dit tout à l'heure, justement, que les populations qui sont dans les zones à risque plusieurs populations ont reçu des instructions de partir. Mais ces personnes-là qui ont investi, justement, dans ces terres, que ce soit dans leur logement ou dans leurs entreprises, leurs commerces, elles font quoi? Comment elles font? Quelles sont véritablement, quand elles reçoivent ces instructions, qu'est-ce que le gouvernement fait pour les accompagner? Parce que si réellement elles sont accompagnées, je pense que ce serait plus facile pour elles de partir. Mais aujourd'hui, si elles reçoivent juste des instructions, mais sans avoir cet accompagnement, comment elles font? Où est-ce qu'elles vont? Je n'ai pas été compris.
Je n'ai pas dit que tous les habitants de la rue Ministre doivent partir. Ce n'est pas au programme. Ça n'a pas été écrit. Je n'ai pas dit que toute la Palmeraie doit partir. Je n'ai pas dit que tout Bon Humain doit partir. Je dis les populations qui sont installées sur les talus, sur les flancs, sur les talweg, sur tous ces endroits dangereux, n'ont pas de permis. C'est ceux-là qui partent. Mais pour les autres, il y a des travaux d'assainissement qui sont faits. Je vous ai dit, un ensemble de travaux que je peux énumérer par commune actuellement, qui permettent quand même d'endiguer la furie des eaux. Mais dans ceux qui sont sur la rue, ministre. Ben, la rue ministre. Ces personnes-là ont reçu des permis pour pouvoir construire. Oui. Donc, elles sont quand même affectées par ces inondations aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'elles sont censées faire? Non, vous savez, j'ai expliqué, je réexplique. La rue ministre est sur une zone d'écoulement qui tire sa source très loin d'Abidjan. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, attention, c'est peut-être un lapsus. Attention, c'est un lapsus révélateur. Non. Monsieur le préfet, je rectifie assez rapidement. Monsieur le préfet d'Abidjan, de façon très concrète, si vous habitez la rue ministre, que vous avez des parents qui habitent la rue ministre aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur dites? Le gouvernement vous l'a dit, il y a beaucoup de ministres qui sont passés déjà à la rue ministre. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Il y a des travaux qui ont été faits depuis en amont. Mais il y a eu des installations qui ne sont pas anarchiques, sur des plateaux supérieurs de l'autre côté, un peu plus loin, qui ne devaient pas, en principe, qui ont empêché l'écoulement des eaux sur ces plateaux, un peu plus élevés. Et donc, il y a eu tout ce travail qui a été fait. Vous avez eu le bureau café, vous avez beaucoup de bâtiments qui ont été détruits, et vous avez eu des digues, beaucoup de digues qui ont été construites avec des réseaux d'assainissement pour permettre de retenir l'eau. Et donc, ce travail, les constructions continuent. On était à 90% de réalisation de ces constructions et on espère pouvoir compléter. Mais je peux vous assurer que le gouvernement a pris ce problème à bras le corps et a mis, même sur la rue elle-même, il y a eu des travaux qui ont été faits. Malheureusement, la furie des eaux a fait encore partie de tous ces éléments. C'est délicat, oui. Malheureusement, Serge, je suis obligé de mettre on me regarde cette question parce qu'on va garder monsieur le préfet jusqu'à la fin de l'émission. Et ce lapsus, monsieur le préfet, vous allez peut-être comprendre pourquoi. En tout cas, nous allons avant vous soumettre à 5 questions auxquelles vous n'avez absolument d'autre choix que de répondre, sans langue de bois, ni faux fuyant. Avec les inondations? Si. Je pense que les inondations et autre chose. Les inondations, pour sensibiliser les populations sur les prochains risques. Ce ne sont pas des questions pièges? C'était un piège, C'était tombé dans le piège. En tout cas, c'est tout de suite dans ce qu'on appelle ici le sans joker du Live Talk. C'est ça. Monsieur le préfet d'Abidjan, ma voisine, qui savait que je devais vous recevoir, disait, mais le préfet, là, il veut devenir ministre. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu tout à l'heure le lapsus. Qu'est-ce que vous répondez à ma voisine qui vous regarde en ce moment? Ok, je suis fatigué de répondre à cette question. Je suis fatigué de répondre à cette question parce que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Il faut savoir que moi, j'ai fait d'abord plus de 12 ans de carrière internationale dans l'humanitaire, dans la gouvernance, dans les pays en crise. Et donc, je veux dire, travailler pour une communauté, lorsque vous avez une responsabilité, ça demande un peu plus d'engagement que juste de vous limiter aux tâches qui vous ont été décrites. Donc, je n'arrive vraiment pas... Comment expliquer qu'un engagement... Parce que moi, vous me voyez, mais il y a beaucoup de fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui travaillent. On vous voit, on vous voit. Franchement, on vous voit. Parce que je porte le kaki. Ah, mais on vous voit même sous la pluie, on vous voit... Oui, mais parce que... Vous saviez qu'on allait vous photographier? Oui, non, sous la pluie, je vais vous expliquer. Est-ce que vous êtes en train de dire que... Je vais vous expliquer cela. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je passe avec vous. Bon, vous étiez là d'ailleurs avec moi, vos équipes étaient là, j'avais votre micro dans les bas-fonds d'Anyama. Et ça ne vous a pas fait mal qu'on soit là avec votre micro devant les corps? Nous, on est où la population est, Ensuite, donc, je passe dans les bas-fonds avec les maires de chaque commune pour faire la sensibilisation. Je l'ai fait déjà il y a plusieurs mois. Je l'ai fait avec Magisystème, je l'ai fait avec des artistes pour pouvoir porter ce message-là. Et donc, ce jour-là, nous étions donc en pleine sensibilisation lorsque la pluie a commencé. On était là devant 50 personnes. J'étais déjà passé dans cette zone pour prévenir les populations. Et je me suis dit, tiens, allons-y encore là-bas parce qu'il peut y avoir encore des problèmes. Et nous sommes repartis là-bas. C'est lorsqu'on était en pleine discussion que la pluie s'est abattue. Et vous voyez même les imperméables verts, c'est des imperméables qui ont été achetés par le maire assez au bord de la route à 2000 francs, pour pouvoir rapidement habiller parce qu'on savait que la pluie allait tomber, mais on ne savait pas que ce serait aussi violent à cette heure-là. On savait que la pluie allait tomber vers la fin de l'après-midi. Donc, voici un peu votre voisine. Dites-lui qu'il est possible en Côte d'Ivoire de faire son travail avec un certain engagement, sans forcément qu'il y ait la décoration. Et je le répète, je l'ai dit sur des chaînes, je n'ai jamais été décoré de ma vie. Et j'ai écrit quelque part que je ne souhaiterais jamais être décoré. Si je dois être nommé à une fonction supérieure, c'est interdit d'avoir une ambition, par exemple. Sophie Aïda, à sa question. Justement, monsieur le préfet, on vous voit très actif, très engagé, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le terrain, et les Ivoiriens vous aiment.
est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est cette qualité-là et peut-être cette approche que vous avez, cette proximité avec la jeunesse surtout, qui fait que les gens ont peut-être un désir à l'intérieur de vous voir? Est-ce Voilà. que cet amour-là, Une comme certains ont été candidats, ils ont dit le peuple me demande de l'amour du peuple aujourd'hui. Peut-être va pousser un jour le préfet qui disait sur ce plateau, je n'ai pas d'ambition. Le peuple me le demande. Je n'ai pas d'ambition, moi. Tout le monde a ambition dans la vie. Bien sûr, tout le monde a Ouais. Ambition politique, Non, je n'ai présidentielle. pas dit ça. J'ai une ambition dans ma vie de faire autre chose, de faire beaucoup de choses. J'étais hors du pays, Est-ce que vous je suis ne pensez pas rentré, que le c'est président m'a fait légitime, confiance, oui. justement? Oui, pour revenir un peu à votre question, madame. Je ne sais pas comment répondre, mais c'est un compliment. Je ne peux pas répondre à un compliment. Mais je demande, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est cela. Vous êtes responsable d'un département. Quand vous nous voyez courir comme ça, c'est parce que nous sommes les premiers responsables. Le président de la République et les ministres, quand il y a un problème, c'est à nous d'abord de demander qu'est-ce qui se passe. Je le répète, dans ce plateau actuellement, s'il tombe des flocons de neige par magie, c'est moi qui devrais savoir pourquoi cette neige est tombée. Et on va vous c'est demander moi qui- pourquoi. Et c'est toujours comme ça. On va vous demander pourquoi. Voilà, et donc, il faut avoir les réponses. Monsieur le préfet, vous avez une très bonne ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Je vous suis, vous faites de super contenus vidéo. Dans le cadre de la sensibilisation sur le coronavirus, vous avez lancé le concept Allo Abidjan, qui était très très bien parti. Et peu de temps après, une vidéo dans laquelle vous fustigiez les personnes qui détournaient les dons, vous avez arrêté ce super projet Allo Abidjan. Pourquoi? Est-ce que vous avez subi des pressions? Je vais même rajouter, je lisais effectivement sur votre page que vous disiez les Kwakwatos là, je suis en train de dire quelque chose des affairés. Est-ce que les Kwakwatos ont fini par avoir raison de votre engagement? Qu'est-ce qui vous a éteint? Je suis éteint, mais je suis là sur le Non, plateau. non, qu'est-ce Moi, je qui dois vous dire a que je suis éteint à ce bluffé par moment-là? votre niveau de Nouchi déjà à la base. Sur D'accord. cette Non, vidéo-là. Est-ce que je suis obligé de répondre à votre question? Oui, ils sont obligés, sans c'est le sens joker, joker, donc on est sans obligé. joker. Oui. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Mais si je dis que je ne réponds pas, c'est aussi une réponse, non? Non. Là, on rentre dans la philosophie. D'accord. Et pourquoi Pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi vous avez arrêté? Bon, il y a, je sais pas, il y a beaucoup de raisons. Vous êtes fatigué? En manque d'inspiration? Sinon, on m'enlève de mon poste si je suis fatigué. Je ne suis pas être là je n'ai pas été nommé pour croiser les bras. Il faut travailler sur les questions. Mais je souhaiterais passer sur cette question, si vous le permettez, et ajouter une autre question. Vous allez reprendre les... Pourquoi? Vous allez reprendre Allo Abidjan? S'il y a besoin. Ça, c'est l'autre question. D'accord. On vous lâche pas, c'est ça. Parce que nous, les Kwakwatos, on est là. On est aux aguets. Votre pourquoi est vraiment compliqué. Raina, s'il y a une question pour Alors, vous, monsieur le préfet. moi je sais pas, je suis curieuse de savoir, quand vous rentrez à la maison, que vous enlevez ce beau costume, qui êtes-vous et quelle est la première chose que vous faites? Dans le cas des primériens, c'est un beau costume. Et des collégiens. Très beau costume. Je ne sais pas comment répondre. Mais vous savez, il y a des fonctions comme les vôtres. Hein, vous êtes animateur, vous êtes présentateur, vous êtes journaliste. Et à tout moment, s'il y a un événement, vous partez, vous courez. C'est un peu ça la fonction préfectorale parce que vous êtes responsable de tout. De tout, et quand je dis de tout, de tout. Notre constitution, nos lois et nos institutions ont fait en sorte que le préfet est l'unique fonctionnaire de la République de Côte d'Ivoire qui a tous les pouvoirs du président de la République. Donc vous êtes, à tout moment, les services de sécurité vous appellent, Oui. même des citoyens. Vous Il y a travaillez. un moment où vous arrivez, Voilà. vous êtes à la maison. De façon très concrète. Qu'est-ce que vous faites? Votre femme vous dit, Qu'est-ce qu'il y a votre derrière femme votre vous dit, question? Qu'est-ce qu'il y a, Vincent, en fait? je suis très fier Qu'est-ce de que vous toi. faites quand vous Vous arrivez? voulez savoir? Je suis Qui est l'être humain derrière le préfet derrière d'Abidjan? ce costume. D'accord, ça fait l'objet d'une autre émission. Ça peut être intéressant, ça. On fait ça sans joker. Ouais, mais Non, mais on en fait, vous savez, il y a un moment où vous ne sentez pas cette pression-là. Vous arrivez, vous changez, vous mangez votre poulet, votre placali, votre tuto. Voilà, vous mangez, et puis c'est bien, vous passez des coups de fil, là, vous regardez la télévision. Vous Un jour, votre découvrez- enfant vous dit, papa, vraiment, mes amis à l'école disent, tu es un peu partout, tu es un peu bien, tout ça. Est-ce qu'il vous dit ça à votre enfant un jour? Il vous a pas encore dit ça? Non, je n'ai pas encore entendu ça. D'accord. Je n'ai pas encore entendu ça. Oui, ça peut venir peut-être. Je n'ai pas encore entendu ça. Mais bon, c'est une vie comme tout le monde. Hein. Oui. Voilà, il ne faut pas surfaire, pas penser qu'on est toujours en train de courir, On a des moments quand même où on Vous travaille. n'êtes pas un Voilà. robot, en fait. Hein? Tout ce qu'on doit retenir. Vous n'êtes pas un robot. Non, pas du tout. Je parais un robot. Je suis pas assez huilé. Non, non, je suis pas un robot. Je pense, monsieur le préfet, que pour la question de Rayana, c'était, il y avait un double sens, effectivement. Je pense que vous l'avez deviné aussi. Hein. D'accord, Parce moi, que je l'ai pas deviné, sur moi. votre main gauche, on ne voit pas de bague. Et J'ai une dernière question pour lui. Elle est de pour ce monsieur côté-là, le- donc voilà. Une dernière Moi, question pour monsieur le si tu préfet. permets, Edith, Oui, vas-y. moi, ce que j'ai envie de demander à monsieur le préfet, c'est une question à deux volets. Donc, le premier, c'est, vous dites que vous voulez prouver qu'on peut faire et bien faire son travail en Côte d'Ivoire, ce pourquoi est-ce qu'on vous voit partout aux côtés des populations, d'ailleurs ce qui est très bien. Vous voulez dire par là peut-être que ceux qui étaient là avant vous ne faisaient pas bien leur travail? Non, je ne pas dit que je veux prouver
Et puis, j'ai toujours travaillé comme ça. Hein. La dernière fois, quelqu'un m'a rappelé que j'étais sous-préfet de Thiémé il y a 20 ans et que je partais à dos d'âne et tracteur dans les champs. J'ai toujours travaillé comme ça dans l'international. Je peux vous montrer les photos. Il y a encore beaucoup de témoins. J'ai toujours travaillé comme ça. Mais aujourd'hui, il y a les caméras, il y a les réseaux sociaux. Même lorsque vous vous cachez, même lorsque vous faites une visite inopinée, aujourd'hui, l'information va très vite. Il y a des gens qui peuvent vous prendre en live. Voilà, donc ça a toujours été comme ça. Mais les gens travaillent en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes conscient d'être élevé aujourd'hui au rang de people, alors que vous êtes quand même un haut fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, représentant du gouvernement, du président de la République, mais aujourd'hui les jeunes, les Ivoiriens vous adulent et vous êtes élevé au rang de people sur la toile. D'accord. Ça, vous faites du buzz. Ah oui, d'accord, ça je ne savais pas. C'est que je veux. Il ne faut pas nous dire ça, il ne faut pas dire que vous découvrez, vous lisez les commentaires. Ça fait plaisir d'avoir un people haut fonctionnaire de l'État. Pas dans ce sens. Mais je représente le président de la République. Et si le représentant du président de la République a une certaine légitimité, une légalité, s'il a une certaine, si à savoir a un écho, si les populations suivent ce qu'elle dit, tant mieux. C'est que le président a peut-être fait un bon choix pour qu'il y ait un écho. Parce que quand il y a un problème de crédibilité, un problème de confiance dans le représentant, il y a un problème dans les projets de développement. Voilà. Et donc, mais vous aussi, souvent, laissez-moi un peu. Il y a des jours où je peux me balader seul. Ou je peux voilà. Malheureusement, c'est fini. Voilà. Vous êtes Et donc, au devant de la scène. C'est un peu ça. Voilà. C'est le revers de la Starmania, monsieur. Là, il y a de la Starmania, là. C'est la première fois qu'on le fait, alors. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le préfet, de vous. Est-ce que vous permettez quand même, je peux faire une précision? Allez-y, en 15 secondes. On a parlé des communes, et j'insiste parce que c'est la raison de ma présence sur le plateau, c'est pour la sensibilisation. On ne peut pas faire tous les bas-fonds d'Abidjan, mais on peut m'expliquer. Les communes d'Abidjan ont 5 situations. Tout le monde n'est pas logé la même enseigne. On a les communes classées en 5 groupes de communes. Vous permettez que je cite? Il y a un premier groupe de communes composé des communes où l'eau monte, c'est-à-dire c'est le plateau, c'est Trècheville, c'est Port-Boué, où l'eau monte simplement. On a un deuxième groupe de communes où il y a beaucoup de quartiers précaires. C'est Yopougon, c'est Abobo, c'est Adiamé, c'est Atekoubé, où il y a des flancs, et du fait de notre histoire récente, il y a eu des concentrations de population. Donc ceux-là, les dégâts sont surtout dans les endroits de précarité. Il y a un troisième groupe de communes et de circonscriptions, je dirais, c'est Songon et c'est Brofo-Doumé, où c'est vraiment des zones semi-rurales. Il y a un quatrième groupe de communes comme Koumassi, où vous avez de grands travaux réalisés qui font que les eaux s'écoulent normalement, donc ils n'ont plus les mêmes problèmes qu'avant. Et puis il y a un cinquième groupe, c'est notamment Benjerville, le Cocody, qui regroupe l'ensemble des problématiques des 4 groupes. Il y a eu des travaux, il y a des zones rurales, il y a des zones semi-rurales, il y a des bas-fonds, il y a des bas quartiers. Et donc ça fait que Cocody concentre tous ces problèmes-là. Donc c'est important de le savoir. Les directives que nous donnons concernent les communes en fonction des circonstances, en fonction de la menace. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le préfet. En tout cas, je vous disais tout à l'heure, merci de vous être prêté au jeu et d'avoir répondu sincèrement aux questions posées par toute l'équipe. Pas une seule question que vous avez sincèrement. Il y a ce qu'on appelle ici le vu, lu et entendu. C'est après une courte pause. Alors ça va aller très très rapidement, hein, monsieur le préfet. On l'a lu quelque part, il faut construire le monde d'après la pandémie du Covid-19. Or, nous ne construirons pas ce nouveau monde avec des matériaux du monde ancien. Voici le sens de ma candidature, qui est une chance pour le PDCI RDA. C'est signé KKB. Monsieur le préfet. Je suis représentant du président de la République, je m'occupe des tâches administratives et je ne peux pas commenter d'opinion politique sur un plateau de télévision. D'accord. Moi, je dirais juste que KKB a le mérite de pouvoir également faire de grandes phrases, de grands proverbes, mais je pense qu'il n'est pas du tout du sang neuf lui-même également, donc il devrait revoir sa position. Après, ça dépend. Quand c'est le parti d'où il vient, là-bas, la jeunesse, ça a un tout autre sens. Relatif. Hein. C'est relatif, hein, je veux dire. Mais je pense qu'il a raison, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Avec du vieux. Après, bon, si c'est démontré, je suis preneur. Raina qui est pour la tendance jeune, changement, oui, révolution. Je suis pour la tendance de la révolution et c'est sur ce terrain qu'il est aussi en train de jouer et en train de dire qu'il faut du nouveau, qu'il faut un souffle nouveau. Donc oui, pourquoi pas. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a la stratégie derrière ces propos. Donc, sur la même ligne. C'est un jeune vieux. Bon, avant de terminer cette émission, monsieur le préfet, vu qu'on vous a sur le plateau, on apprenait il n'y a pas longtemps, concernant l'inscription sur la liste électorale, le délai vient d'être prorogé jusqu'au 5 juillet pour permettre aux retardataires, il y en a toujours, de pouvoir se faire inscrire sur cette liste-là. Ok, j'ai vu le communiqué tout à l'heure quand je rentrais ici. J'attends la décision gouvernementale et les instructions. Et ça, c'est aussi nos attributions de sensibiliser, d'organiser, d'accompagner la CEI quand elle le demande. Donc on demande à tout le monde de venir s'inscrire comme le président de la République l'a demandé, le gouvernement l'a demandé également. Allez vous inscrire pour faire prévaloir vos voix et pour pouvoir voter. C'est important. D'accord. C'est un acte citoyen. Raina ?
Permettez-moi de juste revenir sur la déclaration de Kakabe, je m'inspire, hein, désolé. Je pense qu'il est malin, hein, parce qu'il y a plus de 70% de jeunes en Côte d'Ivoire, 78, attention la précision, et il est malin de jouer sur ce terrain-là, parce qu'il se prend toute la jeunesse là, qui va représenter la majorité des votants, c'est pas mal. Ce qui intéresse la jeunesse quand on entend Kakabe, c'est les 162 milliards de transformations d'Abidjan. Voilà. Allons-y, on verra bien. Je suis focus sur le regard de monsieur le préfet d'Abidjan quand vous débattez toutes ces questions-là. Est-ce que vous, en fonction de, vous parlez tout à l'heure de ce que votre fonction vous impose ou pas, vous avez de temps en temps des petits pincements au cœur quand vous voyez comment les choses se déroulent dans ce pays? Ma fonction de préfet m'exige un droit de réserve. Et le droit de réserve, je veux le préciser aujourd'hui, le droit de réserve concerne 3 choses. Les secrets d'État, les délibérations, les opinions politiques. Posez-moi toutes les questions administratives ici, on y répondra. Mais ces questions font l'objet de notes et de discussions, mais totalement confidentielles. Et ce n'est pas mon rôle d'en parler ici. Monsieur Bofé, notez qu'on a été très très heureux de vous avoir sur ce plateau en direct. La précision est de taille. Elle est de taille et je me donne à cœur joie. Et est-ce que vous avez un petit message en quelques secondes pour tous vos... Je suis fan, mais parce qu'il a des fans aujourd'hui, monsieur le préfet, vous avez des fans. J'ai traîné exprès pour que chacun y aille. Vous aurez dit, c'est fan aussi? Fan. Non. Fan aussi. Et mes deux voisins? Fan. Non, mais Totalement. je dis que je fais même partie de ces fans-là sur la population toile. abidjanaise d'être prudente. Tous ceux qui sont dans les zones inondables doivent faire attention. Tous ceux qui sont installés dans les bas quartiers qui ont reçu des notifications doivent partir. Maintenant, pour tous les autres qui sont dans les quartiers à risque d'inondation, qu'ils fassent attention à leur mouvement, qu'ils soient vigilants. Et c'est le message. On voudrait bien finir la gestion de la crise à Covid-19 sans beaucoup de casse. Il ne faudrait pas que les inondations viennent endeuiller les populations. Voilà. Monsieur le préfet, vous avez été notre premier invité pour le talk. Vous avez été content d'être là, d'être avec nous? Ah ouais, l'opportunité que vous me donnez, parce que je sais que vous avez grande audience aujourd'hui. Je vois un peu le dynamisme de la communication en Côte d'Ivoire. Regardez la jeunesse de ceux qui sont autour de moi. Je pense que j'ai l'âge de vos pères respectifs, peut-être. C'est la nouvelle génération. Je vois, et c'est justement. Et c'est bien, je suis très heureux de voir ce dynamisme. J'ai vu depuis mon arrivée jusqu'au plateau et les soins ici accordés aux invités. Et je ne peux que souhaiter bonne chance à toutes les chaînes de télévision telles que le vôtre, les radios, tous les moyens de communication et aider le gouvernement à passer le message. Les messages de développement, les messages de civisme et les messages qui éduquent le peuple comme vous le faites. En tout cas, je vous suis très reconnaissant de m'avoir invité ici et c'est moi qui suis honoré. Merci beaucoup, monsieur le préfet. En tout cas, notre émission tire à sa fin. Avant de se séparer, toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter nos plus sincères condoléances à toute la famille de l'acteur Lance Touré, qui malheureusement nous a quittés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Nous sommes de tout cœur avec sa famille biologique et toute la famille de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le Live Talk, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même canal, pour un tour complet de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne suite de programme sur Live TV.